On s'est tous retrouvés, un jour ou l'autre, un peu coincés dans une situation un peu absurde, non? Ah oui. Finir un plat énorme juste parce qu'on l'a payé cher, ou continuer un projet qui patine sérieusement en se disant «Bon, après tout ce que j'y ai mis», Oui, ou la vieille voiture qui coûte une fortune en réparation. exactement. On sent bien qu'il y a un truc, une logique qui nous échappe. Une sorte de piège mental, quoi. C'est tout à fait ça. Et ce n'est pas juste une impression, hein. Il y a un mécanisme psychologique bien réel, très puissant derrière ça. Ah oui, lequel? C'est le biais des coûts irrécupérables, ou sunk cost fallacy comme on entend souvent. C'est cette tendance presque irrépressible qui nous pousse à continuer quelque chose. Juste parce qu'on a déjà investi. Voilà, juste parce qu'on a déjà misé gros, que ce soit en temps, en argent ou même en énergie. D'accord. Et c'est ce piège mental qu'on va explorer aujourd'hui, c'est ça. Précisément. On va essayer de comprendre comment ça fonctionne, ce biais. Et pour ça, on s'appuie sur quoi? Il y a des recherches là-dessus? Oui, on va notamment regarder de près une étude qui a vraiment marqué les esprits, celle de Hal Arkes et Catherine Bloomer, deux psychologues. Arkes et Bloomer, d'accord. Ils ont publié ça en 1985 dans une revue assez sérieuse, Organizational Behavior and Human Decision Processes. C'est un peu la référence sur le sujet. Ok, 1985, ça commence à dater, mais ça reste fondateur, j'imagine. Tout à fait. L'objectif, ici, c'est d'aller un peu plus loin que la simple définition. On veut voir comment ça marche, concrètement. Avec des exemples. Oui, à travers les expériences qu'ils ont menées, qui sont assez révélatrices. Et surtout comprendre pourquoi c'est important de connaître ce biais. Important comment et pour la vie de tous les jours, hein. Oui, et particulièrement dans des contextes comme la négociation, ignorer ce biais, ça peut vraiment nous amener à prendre de mauvaises décisions. Comment nos investissements passés, en fait, peuvent nous coincer pour l'avenir. C'est l'idée, comment le passé hypothèque le futur, en quelque sorte. Bon, alors, allons-y. Ce biais des coûts irrécupérables, si on devait le résumer, l'idée clé. L'idée fondamentale, c'est assez simple. Plus on met de ressources dans quelque chose, Temps, argent, effort. oui, ou même de l'affect, de l'émotion, plus ça devient difficile psychologiquement de laisser tomber. Même si c'est la meilleure chose à faire. Exactement. Même si la raison nous dit « stop, ça ne vaut plus le coup », l'investissement passé, il agit un peu comme une encre, quoi. Ça crée une résistance. On veut pas avoir l'impression d'avoir gaspillé tout ça. C'est ça. On se dit que ces dépenses, ces efforts, ne doivent pas avoir été en vain. C'est cette petite voix « j'ai trop misé pour reculer maintenant ». Et donc Arkes et Bloomer, ils ont voulu tester ça, voir comment ça se manifeste. Oui, ils ont mis en place des scénarios pour essayer d'isoler ce biais, de le mesurer. La première expérience est assez connue, elle est très parlante. Racontez-nous. Alors imaginez, on demande à des gens de se projeter dans une situation un peu bête. Ils ont réservé et payé, par erreur, 2 séjours de ski, 2. pour le même week-end. Oui, pour le même week-end. Et, point crucial, les deux sont non remboursables. Ah, l'erreur classique, double dépense. Et c'était quoi ces séjours? Alors, il y avait un premier séjour, mettons, dans le Michigan, qui coûtait 100 $. Et puis un second, réservé après, peut-être une meilleure offre, dans le Wisconsin. Celui-là coûtait 50 $. D'accord. Un plus cher, un moins cher. Oui. Et le détail important, on leur dit que le séjour dans le Wisconsin, le moins cher, est a priori plus sympa, plus agréable. Mhm. Mais voilà, les deux sont payés. L'argent, les 150 $ au total, est dépensé. C'est ça le coût irrécupérable. Donc, logiquement, si on est rationnel, l'argent est déjà parti, on ne le récupérera pas. Exactement. Donc, la décision rationnelle, ce serait quoi? Choisir le week-end le plus agréable possible, non? Peu importe le prix payé avant. Donc le Wisconsin. Logiquement, oui, on devrait maximiser le plaisir futur. Le Wisconsin semble mieux. Le fait qu'il ait coûté 50 $ et l'autre 100 $, ça ne devrait plus jouer. Ce sont des coûts passés, irrécupérables. C'est clair comme de l'eau de roche. On essaye de sauver ce qui peut l'être, c'est-à-dire passer le meilleur moment. Mais je sens qu'il y a un mais. Ah oui, il y a un gros mais. C'est là que ça devient intéressant et contre-intuitif. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, quasiment la moitié des participants à l'étude ont dit qu'ils choisiraient d'aller au Michigan. Au Michigan. Le séjour le plus cher, mais moins sympa. Oui, près de la moitié. Mais c'est fou. Ils choisissent un week-end potentiellement moins bien juste parce qu'ils ont payé plus cher au départ. Ça va contre toute logique économique, non? Complètement. Et la seule explication plausible, c'est justement le poids de ce coût irrécupérable. Les 100 $ pèsent trop lourd dans la balance mentale. Voilà.
Psychologiquement, c'était trop difficile d'abandonner ou de gaspiller cet investissement initial plus élevé. Donc, au lieu de chercher le plus de plaisir futur, le Wisconsin, ils ont préféré honorer la dépense la plus importante. Quitte à passer un moins bon moment. C'est une illustration parfaite du biais, en effet. Le montant dépensé dans le passé a complètement biaisé leur jugement sur la meilleure option pour l'avenir. Ça donne le vertige quand même. Mais bon, ça, c'était un scénario imaginaire en laboratoire. Est-ce que ça marche aussi dans la vraie vie? C'est exactement la question suivante qu'ils se sont posée. Est-ce que ça se vérifie hors du labo? Du coup, ils ont monté une deuxième étude. Ah oui? Oui, cette fois sur le terrain. Ils ont regardé le comportement des gens qui achetaient des abonnements de saison pour un théâtre universitaire. D'accord, plus concret. Comment ils ont fait? C'était assez malin. Ils ont vendu ces abonnements de saison de manière aléatoire, mais à des prix différents. C'est-à-dire? Un groupe payait le plein tarif, un autre groupe avait une petite réduction, 2 $ de mois, et un troisième groupe avait une réduction plus sympa, 7 $ de mois. Ok, 3 prix pour le même abonnement. Et ensuite? Ensuite, ils ont juste regardé à quelle fréquence les gens de chaque groupe venaient voir les pièces pendant la saison. Et alors? J'aurais tendance à penser que ceux qui ont payé moins cher, genre la super affaire, auraient envie d'en profiter un maximum, non? Eh bien, figurez-vous que c'est l'inverse qui s'est produit, en tout cas au début de la saison. L'inverse. Oui, pendant les premiers mois, les personnes qui avaient payé le plein tarif, donc le plus cher, assistaient à significativement plus de spectacles que ceux qui avaient eu les réductions. Incroyable. Plus on paie cher, plus on y va. Mais pourquoi? Une fois que l'abonnement est acheté, ça ne coûte rien de plus d'aller voir une pièce, si? Ben non, justement, le coût marginal est quasi nul pour tout le monde. C'est encore notre fameux biais qui joue. Comment ça? L'interprétation d'Arkes et Bloomer, c'est que plus le prix payé au départ était élevé, plus les gens ressentaient une sorte de pression intérieure pour rentabiliser leur achat. Ah, d'accord. Aller voir les pièces, c'était une façon de se justifier à soi-même d'avoir dépensé cet argent. C'est exactement ça. Le coût de l'abonnement, même s'il est irrécupérable une fois payé, continuait d'influencer leur comportement futur, leur décision d'aller ou pas au théâtre un soir donné. C'est fou. C'est comme si le prix restait gravé et nous poussait à agir pour pas avoir l'impression d'avoir jeté l'argent par les fenêtres. Tout à fait. Alors que rationnellement, on devrait juste se demander « Est-ce que j'ai envie de voir cette pièce ce soir ?» Mais voilà. La décision devrait être basée sur l'intérêt présent, futur. Mais non, le biais introduit cette distorsion. On agit pour valider une dépense passée. Voilà. Et ces deux études, les skis et le théâtre, elles montrent bien la force de ce mécanisme dans nos choix personnels, qu'ils soient hypothétiques ou réels. Oui, c'est très clair pour les décisions individuelles. Mais ça fait réfléchir aux conséquences dans des situations plus critiques. Vous parliez de négociation tout à l'heure. Oui, et c'est là que ça devient particulièrement important, parce que les enjeux peuvent être beaucoup plus élevés. Comment ce biais s'invite dans une négociation? Par une tendance à s'accrocher à une position ou à un projet d'accord. Ouais, même quand ça ne tient plus la route. Exactement. Même quand les faits montrent que ce n'est plus la bonne direction. On continue le processus de négociation lui-même parfois, juste parce qu'on a déjà commencé. Mais pourquoi on s'entête comme ça? Si l'accord devient mauvais, si le contexte change, c'est juste de l'aveuglement. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est vraiment le poids des investissements déjà faits qui paralyse. Quel type d'investissement? Pensez-y, des heures et des heures de réunions, des frais d'avocat, de consultants qui s'accumulent, des déplacements. L'énergie mentale, la fatigue. Oui, et parfois même la réputation qui est en jeu, si c'est public. Tout ça, ce sont des coûts irrécupérables. Et admettre que tout ça pourrait ne mener à rien, Il faut peut-être arrêter ou changer complètement de cap. C'est extrêmement difficile psychologiquement. Ça revient à reconnaître une perte, un échec potentiel. Et notre cerveau, il n'aime pas ça du tout. C'est ce qu'on appelle couper ses pertes. Et c'est dur à faire. Très dur. On préfère souvent continuer en espérant que ça s'arrange, plutôt que d'admettre qu'on s'est peut-être trompé ou que les circonstances ne sont plus les mêmes. Il y a une résistance psychologique à lâcher prise donc. Oui, c'est fort. Parfois, c'est lié à ce qu'on appelle la dissonance cognitive. J'ai mis tellement d'efforts là-dedans, donc ça doit être la bonne voie. Je dois continuer pour le prouver. Et ça peut mener à une escalade. Exactement. Le phénomène d'escalade de l'engagement FOMO. Plus on a investi, plus on est prêt à investir encore, même si les chances de succès diminuent objectivement. Un cercle vicieux, quoi. Alimenté par ce refus de considérer les coûts passés comme, passés. Et j'imagine qu'en négociation, les coûts ne sont pas que financiers. Le temps, l'émotion, l'image, tout ça compte. Ah complètement. Les coûts irrécupérables en égo, ils sont multiples. L'argent, bien sûr, mais le temps, c'est énorme. L'énergie psychologique, l'implication émotionnelle. Le capital politique, la réputation, vous disiez? Oui,
surtout si c'est médiatisé ou important en interne. Parfois, c'est juste l'ego. Abandonner, c'est risquer de perdre la face. Tous ces éléments s'ajoutent et rendent le retrait très coûteux, psychologiquement. Mais alors, la question qui tue, comment on fait la différence entre cet acharnement un peu irrationnel et la vraie persévérance? Parce que parfois, il faut tenir bon, non? Il ne faut pas tout lâcher au premier obstacle. C'est une excellente question et c'est toute la difficulté. La différence clé, elle est dans la raison pour laquelle on continue. C'est-à-dire? La persévérance saine, rationnelle, elle est basée sur une évaluation à jour, objective, des chances futures de succès, des bénéfices futurs qu'on espère, en tenant compte des coûts futurs à engager. D'accord. Alors que l'acharnement dû au biais des coûts irrécupérables, lui, il est motivé surtout par le désir de ne pas gâcher les investissements passés. Peu importe les perspectives réelles. Donc il faut se poser la question, pourquoi je continue? Pour justifier le passé ou pour construire l'avenir? C'est un peu ça. Un bon test mental, c'est de se demander, si je commençais ce projet, cette négociation, aujourd'hui, avec les infos que j'ai maintenant, est-ce que je prendrais la même décision? Est-ce que j'investirais encore? Intéressant comme test. Si la réponse honnête est non, alors il y a de fortes chances que le biais des coûts irrécupérables soit en train de jouer. D'accord. Donc, la compétence clé en négociation, ce serait cette capacité à faire le tri, évaluer froidement le présent et l'avenir sans se laisser plomber par le passé? C'est exactement ça. La vraie lucidité stratégique, c'est prendre des décisions basées uniquement sur les coûts et bénéfices futurs. Et considérer les dépenses passées pour ce qu'elles sont, parties. Irrécupérables, voilà. Il faut cette discipline intellectuelle et même émotionnelle de se dire « Ok, on a dépensé tant, on a passé tant de temps, c'est un fait. Et maintenant, quelle est la meilleure décision pour nos objectifs à partir de maintenant ?» Et celui qui arrive à faire ça, à se détacher de ce poids du passé, il prend forcément un avantage, non? Sur celui qui reste piégé. Ah oui, très clairement. La personne ou l'équipe qui arrive à identifier et à surmonter ce biais d'abord chez soi est beaucoup plus agile, plus rationnelle. Et au final, prend de meilleures décisions pour ses intérêts à long terme. C'est ça. Savoir couper ses pertes au bon moment ou changer de stratégie sans être paralysé par ce qui a déjà été fait, ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la force, de la clairvoyance. Et c'est souvent cette partie-là qui gagne la négociation, en quelque sorte. Oui, pas forcément en écrasant l'autre, mais en optimisant son propre résultat. Fascinant. Alors, si on devait résumer un peu tout ça, le biais des coûts irrécupérables que Arquès et Bloomer ont si bien montré. Oui. C'est cette tendance profondément humaine à laisser nos dépenses passées, argent, temps, effort, qu'on ne reverra jamais, influencer de manière démesurée et souvent irrationnelle nos choix présents et futurs. C'est une très bonne synthèse. Que ce soit pour un séjour de ski, une sortie au théâtre ou une négociation hyper complexe, le mécanisme est le même. On regarde dans le rétroviseur des investissements passés. Oui, plutôt que par le pare-brise vers les opportunités et les risques futurs. C'est exactement ça. Et donc, la grande leçon à retenir, surtout pour la négociation, mais pas seulement, c'est cette nécessité de se concentrer sur l'avenir. Absolument. Les coûts et bénéfices futurs, c'est tout ce qui devrait compter pour la décision à prendre, maintenant. Ce qui est fait est fait. Ce qui est dépensé est dépensé. Il faut apprendre à tourner la page, en gros. Il faut surtout reconnaître ce biais en nous, on y est tous sujets potentiellement, et cultiver cette discipline de réévaluer froidement sans se laisser hanter par le passé, apprendre à couper ses pertes. Ce n'est pas de l'inconstance, vous disiez. Non, c'est du réalisme stratégique. C'est savoir quand la persévérance devient juste de l'obstination qui coûte cher. D'accord. Et pour nous laisser avec une dernière pensée, une question peut-être, maintenant qu'on a bien compris ce mécanisme? Oui? On peut se demander où d'autres dans nos vies ce biais pourrait agir discrètement. Ah, bonne question. On peut penser à des projets perso qu'on n'arrive pas à lâcher, des choix de carrière qu'on maintient alors qu'on n'est plus satisfait. Peut-être même certaines relations. Oui, ça ouvre des pistes de réflexion intéressantes. Et la question qui reste, et qui n'est pas simple, c'est comment on fait la différence au quotidien entre la ténacité, qui est une qualité, et cet acharnement un peu irrationnel dicté juste par le poids de ce qu'on a déjà mis dedans. Une question essentielle, en effet. Distinguer persévérance et entêtement. Voilà, une question à méditer, je crois.